Voilà, alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir je vais faire un petit tour d'horizon, un petit récap de ce quasiment premier mois maintenant, un petit peu moins, de l'arrivée de l'extension 3, donc du 7.3, et un petit peu voir son impact sur le méta construit. Donc ce soir on va parler de construit, puisque j'ai quand même énormément joué en construit récemment, bien plus qu'en limité. Donc je pense que là où je peux apporter des choses aux gens, c'est en construit. Donc on va commencer par faire un petit récap un petit peu de ce qui s'est passé au niveau compétitif, de ce qui se passe dans le Gauntlet, et puis je vais vous présenter un petit peu les decks dominants, les enjeux pour le prochain mois, et puis essayer de vous donner des pistes vers la création de decks qui pourront éventuellement battre ce méta, ou en tout cas avoir leur place dans le méta. Alors, une chose à dire aussi, c'est que je compte faire ce rendez-vous mensuel. Hein, donc une fois par mois, faire un bilan un petit peu de l'état compétitif, puisqu'il va quand même y avoir un tournoi, enfin 2 tournois minimum par semaine. J'ai bien minimum. Genre déjà là, ce week-end, on peut en faire 2, avec le tournoi X-France et le tournoi ESL. La semaine d'après, il y a encore les tournois ESL. La semaine encore d'après, il y aura l'Open Hexagonal et le ESL. Et puis ensuite la Saphir Cup, enfin bref, là, tous les week-ends. Donc pas mal de matière, pas mal de choses qui peuvent changer, des decks qui peuvent nous surprendre, et puis faire comme ça un bilan tous les mois, ça me semble plutôt adapté. Alors, euh, ce petit artwork entre guillemets, dont art n'est que une façade, alors c'est pas de moi, d'ailleurs c'est un nom, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, si quelqu'un peut m'aider, le fait de mettre d'utiliser les lettres d'un mot pour faire d'autres mots, ça a un nom. Les profs de français pourront peut-être me le dire. C'est pas non plus totalement innocent, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait en fait quand on cherche à build des decks et à être compétitif. Hein, tous ces mots font partie des phases, des diverses phases qu'on a quand on essaye de build un deck. Hein. C'est pas des anagrammes, non. Anagramme, non, non. C'est pas anagramme, c'est un autre nom. Anagramme, c'est tu prends 8 lettres d'un mot, les mêmes, et tu les échanges. Non, non. Ça a un nom, ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça a un nom. Bien. Eh ben, écoutez, on va commencer, je pense. Hein. Juste un petit. Je reviendrai en fait sur ce premier panneau un petit peu plus tard pour quand on parlera un petit peu des decks, divers decks. Alors, je vais passer sur la scène principale. Donc, comme vous l'avez vu, comme vous le voyez là, donc c'est marqué l'état du méta en août, l'ère de Titania. Alors pourquoi? Parce que en fait c'est assez simple. Il y a une carte qui a clairement stomp tous les formats de tous les tournois, c'est Titania. Alors comme point de départ, il faut savoir qu'il y avait déjà des gens qui étaient très réticents à Titania quand ils ont vu le changement, parce qu'il faut savoir que Titania n'était pas design comme ça au début. Titania était un boost de créatures, ça c'était dans une autre dimension de puissance, vers les tréfonds, vous voyez. Euh, le truc, c'est que quand elle a été changée son texte actuel, il y a eu pas mal de gens qui ont dit attention, la carte va être pétée. Et puis à l'autre côté, les gens qui ont dit oui, mais attendez, il faut qu'on voit les tournois. Bon, alors là, on est 3 semaines derrière. On a eu le droit à la Diamond Cup et on a eu le droit à 2 tournois de SL. Le bilan est assez simple, 3 decks Titania ont gagné, que ce soit en full 7-3 ou en 7-1, 7-2, 7-3, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et en fait, pire que ça, quand on regarde l'état des top 4 et top 8, la carte est omniprésente. Elle est vraiment omniprésente. Alors, je crois que les chiffres, je vais pas dire des bêtises, hein, mais le top 4 de la Diamond Cup, c'était 4 jeux avec Titania dedans. Le top 4 de l'ESL EU, c'était 3 jeux Titania. En fait, c'était 4 si on compte moi. Parce que je l'ai joué avant dans le tournoi, même si je l'ai pas joué pendant le top 4. Donc ça faisait 4 sur 4. Et en US, 3 sur 4 qui jouaient Titania. Donc bon, ça fait quand même une sacrée représentation de la carte. Donc il y a pas mal de gens qui vraiment font une espèce de levée de bouclier. Et puis t'as les gens qui défendent le côté oui, mais vous ne savez pas build.
Titania, on peut la battre. Donc déjà ce soir on va se poser la question de savoir pourquoi c'est fort. Parce qu'avant de vouloir le contrer, il faut comprendre pourquoi c'est fort, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses aussi. Donc on va commencer par là. Je vais commencer par présenter le deck Titania. Parce qu'il faut savoir déjà que le deck Titania lui-même peut changer. Ça les gens ignorent, ils disent ouais Titania c'est 4 Titan's Majesty, 4 Calamity, mais en fait c'est pas tout à fait vrai quand même. Alors on y va, on va retirer l'image, et je vais donc créer une liste en direct et vous expliquer un petit peu ce qu'il faut absolument mettre, c'est-à-dire les staples du deck, le truc que vous savez que vous allez rencontrer si vous jouez contre un jeu Titania. Alors si mon jeu ne plante pas évidemment, puisque ça serait trop simple sinon. Ok, le jeu il a décidé de m'embêter, donc je vais fermer et relancer le jeu. Oups, désolé pour les oreilles. Voilà. Alors, voilà, on va en parler ça, si j'en parlerai un petit peu après de ta remarque Sheden. Puisque ça fait partie des arguments que les défenseurs, entre guillemets, pas défenseurs de Titania, mais plutôt défenseurs du nom, il faut pas la bannir, lèvent en bouclier. Mais on y reviendra après. Donc on y va. Je disais, on va déjà exposer les grandes lignes du deck Titania. Donc, les staples. Donc staple, quand on a un staple, c'est-à-dire les cartes qui vraiment sont le corps, le noyau du jeu. Alors, on commence par Titania, parce que bon, un jeu Titania sans Titania, et ben c'est pas un jeu Titania. Si vous êtes largué ici, coupez l'émission, ça ne sert plus à rien, je ne peux rien pour vous. Ensuite, l'autre carte clé, c'est la Calamity, puisque c'est le principal kill. Tour 3, hein, donc Calamity qui est une carte, donc une Death Speed Crush, qui ne peut pas être interrompue, et qui dit que quand elle meurt, elle met 10 non seulement à l'adversaire, mais aussi à toute la table. Donc généralement, vous mettez Titania, vous la gemez avec la gemme de dégâts, et donc vous avez un kill potentiel. Ensuite, les 8 cartes dont vous ne pouvez pas vous passer sont les 8 cartes de rampe. Tac. Et tac. Et enfin, les 4 dernières cartes que vous retrouverez dans tous les jeux Titania sont les 4 Crocosaures. Voilà. Alors, plus le héros, évidemment, qui ne changera pas, qui sera Cressida. Le héros vert rouge. Voilà. Donc, ça, ce sont les cartes que vous trouverez tout le temps chez Titania. Et après, il y a pas mal de variantes de Titania. Alors, il y a la variante gros ton. Alors je peux pas tout vous montrer parce que je n'ai pas les 4 Ozawa, mais en gros la variante qui cherche vraiment le one shot va jouer des cartes qui sont qui sont énormes, genre Ozawa. Alors Ozawa permet de faire un kill instantané aussi. C'est-à-dire que Ozawa arrive en jeu en tant que 20-20 si vous êtes tour 3, il met 20 instantanément, vous gagnez 20 et les parties est terminée sous Titania. On va chercher à mettre les plus gros tons de la terre. Donc il va mettre 4 Ozawa. Il va probablement mettre des Colossus et des Root Phaser x4. Au moins 2 Colossus. Les Root Phaser, il va en mettre 4. Et généralement ce genre de jeu va jouer Periwinkle en main deck. Periwinkle qui permet de copier tout ça. Voilà. Donc là on arrive déjà à 31 cartes, donc on vous rajoutez les 3 OA, ça fait 34. Et vous choisissez 2 gros tons de votre choix. Hein. Le Drake est très apprécié. Le Drake Artefact est très apprécié. Par exemple. Donc ça c'est la version on va dire vraiment gros ton. Qui va chercher à one shot à tout prix. Ensuite il y a la version. Alors quelle est la force de cette version? C'est que évidemment, il y a plus de chances de tuer tour 3 ou tour 4. Le défaut de cette version, c'est qu'elle est moins stable, tout simplement. Puisque quand vous piochez Ozawa... Ah, j'ai oublié... Oh, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi. Il y a une autre carte qui est staple, évidemment, dans les jeux Titania. C'est Eye of Creation. Alors, Eye of Creation, il y en a qui en jouent 4, d'autres qui en jouent 3. Je dirais que vous en trouverez au minimum 3 dans les decks. Voilà.
le jeu Groton va en jouer 4. Donc on va dire que pour le premier exemple, c'est Eye of Creation où il fait partie des cartes qui sont staple. Évidemment qu'elles vont rester, je l'ai complètement zappé. Donc vous voyez qu'il y a quand même 24 cartes qui ne bougeront absolument jamais. Sachant que vous avez joué 24 ou 25 shards, ça fait 10 cartes de différence pour les autres versions. Donc je reprends ma version de Groton, donc il va jouer Ozawa. Au moins 2, peut-être pas. Bon, il y en a qui en jouent 4, mais je trouve ça vraiment abusé. Il va jouer Periwinkle par contre, ça c'est certain. Et il va jouer Root Phaser, ça c'est certain aussi. Ça c'est des trucs, ça ne bougera pas dans la version Groton. Après vous voyez, il reste, là si vous mettez 3 Ozawa, il n'y a plus de place, c'est terminé. Là il n'y a pas plus. Si vous mettez un peu moins de Ozawa, vous pouvez jouer des choses comme le Drake, je vous dis, qui est très apprécié. Et là vous pouvez jouer genre 25 shards, ça va très très bien marcher. Voilà. Ensuite, en autre version qu'on va trouver, ça sera une version beaucoup plus défensive. Alors, ça sera la mienne pour le coup que je vais vous donner. Qui, elle, est là pour essayer de combler tous les déficits que le jeu a naturellement. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous jouez un jeu combo, enfin c'est un jeu combo qu'on le veut ou non, vous êtes assez sensible à aggro. Et donc, sur une mauvaise sortie, aggro va vous tuer avant que vous sortiez Majesty. Et même si vous sortez Majesty, il faut que vous fassiez un one-shot dessus. Alors il y a des gens comme moi, alors il y en a très peu, hein, à ma connaissance, en fait il n'y a que moi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais quand même vous montrer la version parce qu'elle est très 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 forte. Donc faut en jouer, je pense qu'il faut faire comme ça. Donc qui va jouer le set de dinosaures qui permet de gérer les jeux aggro. Qui va jouer les Root Phaser quand même. Parce que bon, Root Phaser c'est assez fort, mais généralement les gens qui jouent les jeux Groton j'aime Root Phaser avec le plus X. Pour faire en sorte que quand il arrive en jeu, il puisse mettre 16 en fait sous Titania. Ouais c'est ça, sous Titania. Et avec Speed. 16 plus attaquer en fait. Personnellement quand je joue avec cette version, je joue plutôt en Speed et Spell Shield. Pourquoi ? Parce que tout simplement Speed et Spell Shield est une capacité qui est extrêmement puissante. Et qui va rendre le Root Phaser complètement ingérable pour certains decks. Notamment les... Je vais y arriver. Notamment les decks à base noire. Et les decks qui essayent de faire des removals. Je vais pas y arriver en fait. Voilà. Tous les sorts... Pardon, tous les decks qui vont essayer de jouer des removals vont bloquer sur le Root Phaser en Spell Shield, tout simplement. Donc je trouve ça plus fort. Et donc après test, jouer le Drake et jouer un Colossus pour les points de vie. Voilà. Donc c'est un jeu qui joue pas Periwinkle, donc qui est pas dans la puissance pure, qui sera moins puissant, mais qui va gérer plus de situations différentes. Ensuite, troisième version. Ça c'est les versions qui sont. C'est une version qui est un tout petit peu plus léchée, je dirais. Alors, je vais pas dire que c'est une secret version parce que c'est quand même exagéré de dire que c'est secret, mais je sais que c'est une version qui est développée par le groupe de Dragonborn, en théorie, qui lui va jouer Drew. Alors je vais expliquer pourquoi il joue Drew après. Qui va jouer le Drake, et au moins 2 je pense, et qui va jouer Root Phaser x4. Et avec... Le truc qui va changer, c'est qu'ils vont jouer Puck en main deck. Voilà. Le truc, c'est que cette variante-là est très très forte. Je pense d'ailleurs qu'ils en jouent 3 de Puck, pardon. Et ils doivent faire une place quelque part, j'imagine. Là c'est plus dans l'expectative, mais il y a quand même une grosse différence dans ces versions. Je pense qu'ils en jouent qu'un de Drew. Et je pense qu'il y a des Periwinkle main deck en fait. Ça doit être quelque chose qui ressemble plus à ça. Je suis pas sûr que le Colossus soit là en main deck. Pas sûr du tout. Donc avec 3 Periwinkle. Alors, quel est l'intérêt de ce deck en fait? C'est simplement parce qu'il est bon contre Miroir quand on réfléchit. Et cette carte là, c'est une carte spéciale tech. J'expliquerai pourquoi après. Parce que les gens qui testent dans le groupe Dragonboard sont quand même assez en avance. Ils savent déjà ce qu'ils contre les premiers Titania. En tout cas, ce qui a de grandes chances. Donc eux, ils ont essayé de faire évoluer leur deck. Ce qui est normal. Mais là, grosso modo, on va retrouver le Root Phaser que j'ai mis en plus X et en speed. Pug va essayer de donner un troisième ramp
en plus d'un corps qui bloque contre aggro, alors très sincèrement, ça m'a fait beaucoup rire pour ceux qui étaient là cet après-midi à Gauntlet. J'ai joué mono rouge contre Fritz qui jouait cette version, il m'a joué 2 pucks de suite, il s'est fait tuer au tour 3. Hein. Donc c'est une fausse solution, mais en tout cas c'est un... Voilà, c'est un argument, c'est un corps. Autre chose qui est un tout petit peu plus... comment dire, un petit peu plus tricky, c'est que Puck, pour le jouer, il faut 2 mana verts, d'accord? Et en fait, ça paraît très très con, mais quand la personne joue Puck, vous vous demandez est-ce qu'il a le mana rouge dans la main, est-ce qu'il peut activer Cressida ou pas, est-ce qu'il peut activer la gemme ou pas, et ça change énormément de choses dans votre réflexion. Donc c'est quelque chose qui c'est un bonus, c'est pas recherché, mais c'est un bonus de la version, c'est-à-dire que quand il fait tour de Puck, vous savez jamais s'il a le mana rouge derrière. Donc ça peut être assez compliqué. Voilà. Donc ces 3 variantes là, elles paraissent pas. Donc la première variante, je pense, est la plus faible, mais enfin, la première variante est la plus forte, mais la moins constante. Voilà. Les 2 versions d'après ont des buts différents. Ça c'est fait pour battre Miroir, et la mienne est faite pour battre aggro. Sachant que c'est assez dramatique la différence, parce que leur version à eux, la 3ème version, parie sur le fait de gagner 2 fois contre aggro en side. Parce qu'ils savent pertinemment que quand ils jouent contre aggro, en main deck, ça va être très compliqué. Hein, parce que, bon, il y a des stats qui ont pop sur 5 shards. Quand je vois genre 70-30 contre aggro, personnellement, ma version de mono rouge en main deck, ils ont pas 30% de chance de gagner. Hein. Je dirais plutôt qu'ils sont plus proches de 15%. Par contre, le truc, c'est que post-side, c'est l'inverse. Post-side, c'est vraiment l'inverse. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils parient sur le fait que ils vont gagner 2 games d'après. Le problème, c'est un problème qui est inhérent, c'est que tous les decks aggro, je dis bien tous les decks aggro, forcément seront plus constants que Titania. C'est normal, puisque les mains de départ seront vraiment, en moyenne, meilleures côté aggro que côté Titania. Donc il est tout à fait possible que sur une des 2 games, il ait une mauvaise sortie. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Moi, je préfère me dire, je side contre Titania. Après, eux, ils sont vraiment dans l'optique où il va y avoir tellement de jeux de Titania que limite aggro, on s'en fout. Que je pense qu'ils doivent se dire, mais là ça va un petit peu plus loin, là on parle un petit peu plus technique, en parlant en termes de tournoi, je pense que eux doivent se dire, écoutez, nous les aggros, si jamais on tombe dessus, et ben écoutez, au pire on perd la game, et puis on gagne les autres. Voilà. Donc je pense plus que c'est un bet qu'autre chose, hein. Je pense vraiment que c'est faible contre aggro cette version en main deck. Voilà. Alors ça c'est pour le deck Titania. Alors, j'ai présenté les decks, et maintenant on va essayer de réfléchir pourquoi c'est fort. Pourquoi c'est fort? Bah déjà, la première chose à dire, c'est que pouvoir kill au tour 3, c'est quand même très fort. Ça va très vite. C'est-à-dire que, grosso modo, vous faites shard, à toi, shard, je pose une bête, vous pouvez mourir. Instantanément. Donc, voilà. Donc, rien que ça veut dire que ça vous met une pression. Et l'autre problème, c'est que Titania, non seulement au tour 3, c'est super scary, mais en fait, à vrai dire, à n'importe quel stade de la partie, c'est scary. À n'importe quel stade de la partie, si jamais Titania est touché, ça fait extrêmement mal. Au-delà de ça, le truc, c'est que tout le monde dit, ouais, mais Titania T3, c'est trop fort. Mais le truc, c'est qu'ils ont d'autres targets. Par exemple, le Crocosaurus posé tour 3, bah, c'est pas rigolo, hein. Le Drew posé tour 3, c'est pas rigolo non plus, en fait. Je veux dire, si vous faites un départ aggro, vous prenez Crocosaurus tour 3, vous avez perdu. Genre, faites tour 1 bête, tour 2 j'attaque, lui fait tour 3 Crocosaurus. Bah, vous avez plus de board, quoi. Et une 5-6 à gérer. Donc, le problème, c'est que même si on a envie d'être aggro, on est obligé d'être complètement all-in quand on joue contre Titania. Chaque carte qu'il pioche peut mettre fin à la partie. Vraiment. Donc ça, c'est la première grande force de Titania. C'est-à-dire qu'au top deck, il n'y a personne qui battra le deck. Ou très peu de gens. Parce que même quand on arrive dans le late game, non seulement il peut commencer à poser ses gros tons à la main avec son ramp. Alors en plus, si jamais il prend des Eye of Creation qui commencent à les lancer à 4, 5 ou 6, quand vous allez voir débarquer 2 Calamity à Crocosaurus sur un Eye of Creation, bah vous allez perdre, hein, tout simplement. Donc en late game c'est pareil, c'est extrêmement fort. En mid game il y a Crocosaurus. Donc en fait dans tous les stades de la partie sauf les 2 premiers tours c'est faible. C'est fort je veux dire. Excusez-moi.
Hein, donc les 2 premiers tours de la partie c'est faible, Titania ça fait rien, ça rampe sa mana. Et si jamais ça rampe pas sa mana, par contre ça sert à rien comme deck, faut le dire. Mais alors, en mid-game, en late-game, c'est très compliqué à aller chercher. Voilà, donc ça c'est les forces du deck. Autre force du deck, c'est que bah, c'est wild, c'est nature. Et en fait, une des spécificités de nature, c'est qu'ils ont accès aux meilleures cartes de sideboard du jeu. C'est-à-dire que s'ils ont envie de jouer contre des volantes, ils vont avoir accès à Turbulence. S'ils ont envie de jouer contre aggro, ils ont accès donc au pack de Crocosaur avec le Carno et le Glousodon. Hein, Glousodon qui est vraiment un monstre contre aggro. Hein. Ou alors ils ont accès à l'Ulabi. Ils ont accès à des cartes qui gèrent très facilement les constantes. Donc que ce soit par la Witch, par le Nature Reigns, bref, par le nouveau Scorn. Acorn, c'est pas Scorn, je sais pas si c'est Scorn, Scorn je crois. Scorn, voilà. Enfin bref, c'est un deck qui pourra s'adapter au méta avec la réserve. Donc ça rend les choses encore plus scary parce que même si on arrive à trouver des decks qui battent régulièrement la version en main deck, il se faudra de peu de tournois pour que leur réserve s'adapte. Donc vous l'avez bien compris, le jeu Titania est vraiment le defining deck du méta. Si vous commencez à build un deck et qui perd contre Titania, bah vous pouvez recommencer. Genre vous pouvez me dire, bah mon deck il bat tout sauf Titania, bah, vous pouvez pas aller faire un tournoi avec ça quoi. Vous pouvez juste pas. Vous pourrez pas le gagner. Ou alors il faudra la chance de votre vie quoi. Genre qu'il touche pas de Titania ou autre chose. Alors, après quelles sont les faiblesses du jeu? Parce que j'ai parlé des forces. Quelles sont les faiblesses du jeu? Bah déjà ça paraît très con mais Titania peut miss. C'est-à-dire vous pouvez très bien ne pas toucher de cible. Alors dans la version gros ton, la toute première version, les maths ont été faites, il y a 16 cibles à Titania qui sont vraiment potables. Hein. Ça fait 85% de chance de toucher une grosse créature sur Titania. Mais il reste 15%. Donc une fois sur 6, Titania va miss. Grosso modo, c'est ce qu'il faut se dire. Ce sera plutôt une fois sur 5 dans les nouvelles versions. Une fois sur 5, Titania va miss. Bon, c'est déjà ça de prix. Autre chose, le jeu peut vraiment avoir des mains de merde. Le jeu peut vraiment avoir des mains de merde. Dernière chose, quand on attaque sa main, il fait quand même pas le fier quoi. Hein, parce qu'il suffit de retirer le Titania, il a pas de Crocosaur, il a pas vraiment de T3 de T4 donc il joue des tours à vide. Et il est obligé de jouer au top deck. Le problème c'est comme je dis, au top deck c'est le meilleur deck du format. En tout cas que je connaisse. Donc bref, c'est le deck à battre. T'as d'un côté les gens qui essayent de le jouer en le tweakant, en le rendant le meilleur possible, et t'as des gens qui essayent de le battre. Nous on est ici pour essayer de donner des pistes et de trouver des solutions à ce deck. Il y en a. Il y a des pistes, il y a des façons de le battre. Il y a des façons de battre certaines versions en tout cas. Il y a des gambles à faire. Bref, on va commencer à réfléchir à tout ça juste derrière. Alors, je vais vous présenter un autre deck. Juste la V1, par contre pas la V2. Ouais, juste la V1, la V2 je vais la garder pour moi. Enfin, j'ai déjà montré, tu vas me dire. On va passer à un autre deck. Donc, quels sont... avant de passer à un autre deck, on va réfléchir autrement. Quelles sont les cartes qui posent des problèmes à Titania? On va les faire par couleur. D'accord? Je propose. On va commencer par le blanc, par Diamond. Alors, en Diamond, il y a une carte connue de tous qui est extrêmement pénible pour Titania, c'est Martyr. Martyr va vous permettre de gérer ce fameux kill de Titania. Bon, après, il faut savoir que tous les crocos qui va pop, ils auront plus d'un d'attaque. Mais au moins, vous ne mourrez pas. Le problème de cette solution, eh ben, c'est que tout simplement, quand vous allez jouer contre un jeu aggro, sincèrement, ça s'approche d'une carte morte. Voilà. Après, en hard counter en blanc, il n'y en a pas. Il y a des cartes qui permettent de gérer les grosses bêtes, genre notamment Pridefall, notamment Repel. Alors, le Repel n'empêche pas le one-shot, hein, puisque il fait Titania sur Calamity, vous met 10, il attaque, vous faites Repel, vous reprenez 10, vous avez perdu. Donc, ouais. C'est quand même assez ballot.
Mais bon, ça aide contre le reste. Après, il n'y a pas vraiment de hard counter. En blanc. En bleu, en saphir. Bon, il y a des choses qui sont assez évidentes. Il y a le verdict et la counter magic. Donc les deux contre-sorts, le verdict et donc le counter magic, qui sont très bons. Le problème de ces cartes contre... J'expose les problèmes de ces cartes pour que vous commencez à réfléchir. Je vous dis pas il suffit de les jouer. Parce qu'en fait, elles ne suffisent pas à battre Titania, en fait, ces cartes. Il y a deux problèmes au verdict et au counter magic. Le premier problème, c'est que vous êtes obligé de garder toujours 2 ou 3 mana open. C'est-à-dire que c'est comme si vous jouiez avec 2 terrains de moins que l'adversaire. Alors, sachant déjà qu'il y aura le double de vous en mid-game, c'est compliqué. L'autre problème, c'est qu'en fait, Periwinkle est un gros souci. Regardez, on va prendre une séquence de jeu. Je joue le jeu bleu. Il arrive tour 3, il a de quoi lancer Majesty, mais plutôt que lancer Majesty, il lance Periwinkle. Vous avez un counter magic dans la main. Est-ce que vous la contrez? Parce que si vous la contrez pas, la prochaine Titania qui va jouer sera doublée et vous pourrez pas contrer les deux. Mais si vous la contrez, la prochaine Titania qui lancera, de toute façon vous pourrez pas la contrer non plus. Bon, ça c'est une séquence qui est quand même déplaisante. Autre séquence déplaisante. Vous avez un verdict dans la main, vous avez gardé 2 points de mana pour la Titania. Tour 3, il décide de jouer Crocosaurus à la main comme ça. Vous le contrez pas, vous avez rien. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Dire oui mais alors je peux le time ripple, je peux le si. Oui, vous pouvez boubouiter un petit peu, vous pouvez gagner du temps. Certes. Mais à la fin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il vous battra juste en posant des bêtes. Alors la question, est-ce que Inner Conflict et Serati Exile sont des choses bien? Oui. Sauf qu'elles arrivent un tour après que la Calamity t'ait déjà attaqué et t'ait mis 10. Le problème c'est que quand tu prends T3 Calamity sur Titania, t'as pris 20 en fait. Ou 19. Donc voilà. Voilà, donc les counter magic sont bien, mais sont pas suffisants. Hein, à cause de ça notamment. À cause d'elle. C'est surtout à cause d'elle que c'est pas suffisant. Ensuite, autre couleur. Le rouge. Est-ce qu'il y a des hard counters en rouge? Bah si, c'est Speed Calamity chez Den. En rouge, il n'y a rien, card counter. Il y a des gens qui disent oui, mais moi je vais burn ta créature, c'est bien. Alors, ça, c'est dans le meilleur des mondes, vous faites un burn sur le brave. Vous allez retarder d'un tour la Calamity. C'est cool, enfin le Titania, c'est bien, tant mieux. Vous allez juste gagner un tour, quoi. La vérité, c'est que si vous le piochez dans le meilleur des mondes, ça peut le retarder. Maintenant, si vous le piochez en mid-game ou en late game, votre burn il servira à rien. Sauf si vous jouez aggro, bien sûr. Là, si vous jouez aggro, c'est encore différent. Hein. Mais si vous essayez de contrôler Titania via les burns, ça suffit absolument pas. Ok, on passe sur le vert, j'imagine. Est-ce qu'en vert, il y a quelque chose qui compte Titania? En nature. Bah, à vrai dire, à part jouer sur la même Titania... Voilà quoi. Ensuite, il y a le noir. Donc, Blood. Alors, le Blood, lui, a 2 bonnes solutions à Titania. Qui sont des cartes du 7-1 et du 7-2, qui sont les 2 sorts de défausse ciblés. Donc, on a Inquisition. Et on a Withering Touch. Alors, quel est le problème de ces cartes? C'est assez simple en fait. C'est que oui, vous allez gérer la première Titania si elle est dans sa main. Très bien. Le problème, c'est que toujours pareil, il va vous battre depuis le top deck en fait. C'est-à-dire qu'au top deck, il va prendre Titania, la jouer, pas vous mourrez. Autre défaut, quand vous allez arriver en late game, que vous avez réussi à le mettre au top deck, c'est ce que vous voulez faire. Mais qu'en late game, vous allez faire des séquences telles que je pioche un charge, je pioche Withering Touch, je repioche un charge, je pioche une Inquisition, vous n'allez pas être très heureux quoi. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez bien que chacune des cartes qui est présentée comme des hard counters de Titania ne le sont pas. C'est-à-dire que ça fait chier Titania, ça embête Titania, mais ça la tue pas.
ça suffit pas, faut trouver d'autres choses. Donc voilà tout l'enjeu. Alors, les deux premières pistes, celles qui sont les plus exploitées et qui vont avec ces deux idées, comment dire, vont faire en sorte qu'il y ait une espèce de triangle dans X, dans le méta. Ce sont deux jeux mono, c'est le Mono Blood et le Mono Ruby, qui sont vraiment les deux decks qui step up un petit peu et qui sont très joués à côté de Titania. Alors on va essayer de les décrire, je vais commencer par le Mono Blood, puisque c'est le deck que j'ai joué le plus pour arriver en top 2 SL, donc que je connais bien. En tout cas c'est ma version, pas forcément la version de tout le monde, faut le dire, mais c'est ma version. Donc il y a un jeu Cranok mono noir. Le principe du jeu va être d'attaquer la main de l'adversaire, évidemment. Donc pour ça, on va utiliser donc le Withering Touch, l'Inquisition. On va utiliser également des Giant Corpse Fly. On va garder des extinctions histoire de wiper le board si jamais on se fait dépasser par les crocos qui arrivent. On va jouer du Void pour avoir une chance de gérer une Calamity sur table. Et on va jouer les démons qui vont faire office de nos tueurs. On va jouer aussi la Vampire Princess pour l'empêcher de garder des Eye of Creation dans la main qui pourraient me mettre un million de bêtes sur la table. Voilà. Donc la stratégie est assez simple, assez basique à vrai dire. Mais ça marche plutôt bien. Alors là dans la liste on voit des Taint. Le Taint est clairement pas contre Titania, il est clairement fait contre les jeux aggro. Parce qu'il faut quand même penser qu'en tournoi vous pouvez pas vous focus que sur Titania. Si j'enlève Taint du jeu, les jeux aggro c'est quand même très compliqué de les battre. Donc on a les meurtres aussi qui sont très très bons, qui sont pas ultimes mais qui sont bons. Pas grand chose à dire, hein. Le jeu est assez efficace, voire même très efficace contre Titania. Le problème c'est que j'ai quand même perdu contre Titania en finale. Bon, sur des top decks, puis il m'a battu au top deck quoi, c'est tout. Hein. Il a fait vraiment le truc. C'était vraiment un cas d'école. Hein. Je discard Majesty, top deck Majesty, il la joue, il gagne. Je discard AF Creation, le tour d'après, top deck AF Creation, il le joue, il gagne. Bon bah voilà. C'est comme ça quoi, c'est Titania. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors Taint peut également servir contre Alling Brave et faire office de burn en effet. C'est pour ça qu'en fait c'est une bonne carte du méta, c'est-à-dire que c'est pas exceptionnel contre Vert Rouge, mais c'est l'équivalent de burn en fait, hein, contre Vert Rouge. L'impact que ça a, c'est équivalent au burn. C'est même meilleur en fait à vrai dire. Parce que vous pouvez quand même genre mettre -1/-1 sur une Calamity qui va vous mettre 18 plutôt que 20. Alors ça fait peut-être un peu rire, mais quelques fois ça vous fera gagner. Ça met aussi -1/-1 au Drake qui est 5-6. Qui permet au... non pas au Drake, oh, j'y arrivais. Aux anges et aux trucs comme ça en fait. Tous les autres flyers qui vont se mettre en face de mes flyers à moi, je peux leur mettre -1/-1 pour faire en sorte que j'ai la domination des airs, puisque le principe du jeu noir c'est quand même il faut que j'ai la domination dans les airs si je veux réussir à tuer. Alors il y a d'autres versions de mono noir qui elles vont jouer quasiment pas de créatures et qui vont essayer de le tuer via les spells avec les live siphons et compagnie. C'est quand même super compliqué. C'est quand même super compliqué. Je n'y crois pas du tout même en fait. Shardless, tu ne fais pas la reçue, je sais pas ce que tu as voulu marquer. Mais de toute façon, en Shardless, il n'y a pas vraiment de moyen de gérer Titania en artefact pur. Il n'y a pas de carte qui l'embête vraiment. Donc voilà, donc ça c'est un des premiers decks qu'on va rencontrer sous diverses formes. Il y en a qui vont pas jouer les démons mais qui vont jouer les Vampire King, il y en a qui... Bref, chacun aura sa sauce, mais la base du jeu ça va être les Withering Touch, les Inquisitions, les Mouches, les Vampires, que ce soit 4 ou 8 Vampires, et puis des Murders quoi, hein, ça va être la base. Alors moi personnellement j'ai mis un Rise Again aussi, Rise Again qui marche très bien en combinaison avec Inquisition et les Mouches, parce que généralement quelquefois ça leur arrive de mettre des gros tons au cimetière, je peux les Rise Again. Alors je ne parle pas du bouc simplement parce qu'il est banni dans les tournois de Alex Soul. Donc voilà. Pas de raison d'en parler malheureusement. Donc ça m'est arrivé de Rise Again des Ozawa, et ça marche plutôt très bien, à vrai dire. Ok, alors l'autre deck qui est très très joué en tournoi, c'est le mono rouge. Alors là je vous montre une version basique du mono rouge, d'ailleurs il faudra que je la remonte. Non, je vais monter ma version du mono rouge, c'est pas grave. Alors ouais mais c'est pas très représentatif parce que c'est pas celle qui est le plus jouée. Donc je vais faire comme ça.
Je vais juste mettre les Skarn, je vais mettre les Quash. Quash, ils sont où les Quash? Hop, Quash. Skarn. Il manque des choses là, je sais pas ce qu'il manque. Il y a un charte de trop. Il manque une carte là, je sais pas ce que c'est. Ça, le Tormentor. Voilà. Donc un jeu mono rouge assez classique, assez violent, où la carte maîtresse sera le Quash. Quash qui est une carte extrêmement violente quand elle n'est pas gérée. Le jeu est capable de pull des kills au tour 3 ou au tour 4. Alors, l'avantage de ce deck, c'est que très sincèrement, c'est assez constant. C'est voire même très constant, sa principale force. L'autre avantage du deck, c'est que en main deck, il est principalement positif sur les decks du méta. C'est-à-dire que vous allez gagner plus que vous allez perdre sur la première game. Le gros défaut du deck, c'est que passer la game 1, post-sideboard, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'est un jeu, si vous perdez la game 1, ça paraît très peu probable que vous gagnez les deux d'après. Et je vous dis l'avantage, le principal avantage de ce genre de deck, c'est que c'est tout droit, ça va très vite, c'est pas si facile que ça à jouer pour être honnête, et ça peut surprendre, voilà, ça peut surprendre, ça va punir les mauvais draws, ça va punir les gens qui vont chercher que à contrer Titania parce qu'ils vont s'exposer, parce que le truc c'est forcément, imaginez vous jouez des contre-sorts et des verdicts contre ce jeu, ça n'aura aucun impact, ça va juste vous encombrer votre main. Donc tous les jeux qui vont essayer d'aller battre Titania vont s'exposer à des decks comme le mono rouge qui pourront se frayer un chemin. Ça m'étonnerait pas qu'on voit un jeu aggro dans chaque tournoi en fait se hisser dans le top 8. Dans le top 8 de l'ESL il y avait 2 jeux aggro quand même, côté U. Dans le top 8 de la Diamond Cup il y avait un jeu aggro. Il y en aura toujours un je pense. Je pense qu'il y en aura toujours un ou deux dans les top 8. Alors après, faut quand même un peu de réussite. Très bien. Bah, je pense que j'ai fait le tour du triptyque méta, donc maintenant on va pouvoir commencer à se poser les vraies questions, on va pouvoir parler des pistes, des nouvelles pistes, parce que là je vous ramène au petit artwork entre guillemets de présentation. Il faut essayer d'innover et de trouver de nouveaux plans pour le coup, et des nouvelles idées, essayer de les faire grandir puis analyser ce que ça va donner. Alors, les idées récentes qui sont arrivées sur la table, il y a eu comment rusher encore plus vite. Alors il y a un moyen de rusher encore plus vite avec la deuxième version du mono rouge, en tout cas une deuxième version, qui va jouer vraiment le all-in avec les phoenix et qui va tenter le kill tour 3 quasiment tout le temps. Pour l'avoir testé, c'est extrêmement efficace contre les versions basiques de Titania. Ils ont quasiment aucune chance en game 1. C'est un tout petit peu moins constant, enfin, c'est moins constant que la version classique. Par contre le potentiel de la liste est juste complètement démesuré. Ça va fonctionner à base de Crimson Clarity et de Phoenix. Et un énorme avantage par contre que la liste a contre les autres monos rouges, parce que même si c'est moins constant, en fait le truc c'est qu'elle a accès à Soul of Battle, et Soul of Battle fait énormément de bien en miroir, hein, donc c'est une carte assez importante en miroir. Donc voilà, c'est une façon de faire, mais après ça s'expose aux mêmes faiblesses que l'autre mono rouge, c'est-à-dire que oui vous allez gagner la game 1 probablement, mais après les deux autres games vont être très compliquées, donc vous avez intérêt à gagner la game 1. Autre chose qu'on a pu voir, c'est justement un mélange des deux. Donc là, il y a eu un article sur 5 Shards où il y a une liste, dont je suis pas d'accord avec toute la liste, mais il y a une liste qui dit, bah voilà, plutôt que jouer all-in, on va remplacer ce qui fait le côté complètement all-in du jeu. Et on va essayer de jouer sur le draw en fait. On va jouer des Withering Touch, on va jouer de la discard, on va jouer des choses comme ça, et on va essayer de contrôler la main tout en l'agressant, c'est-à-dire mettre des menaces early et l'agresser. Comme menace early on a ça, on a le fang, on a des choses comme ça. On va retirer les anarchistes par contre, donc on va aller moins vite. On va retirer probablement les scarnes aussi, j'imagine. Retirer les fire, on va laisser les crushing blows.
On va mettre des bolts, les re-rentrer. Voilà, donc on va faire un mix comme ça, et on peut éventuellement en side rentrer des vampires contre miroir. On peut rentrer aussi d'autres cartes noires, bref on peut faire un mix tout simplement. Le défaut de ça, c'est que c'est clairement moins rapide. Ce qui fait que dans la game 1, vous allez perdre contre les jeux classiques mono rouge en fait. L'avantage c'est que post-side, d'ailleurs il y a trop de cartes rouges, il y a probablement plus de cartes noires dans la version. Pour être honnête, je n'ai pas testé la version noir-rouge, mais je peux très bien imaginer ce que ça fait. Faut juste la monter un petit peu. Il y a probablement beaucoup plus de cartes noires que de rouges, puisque en side vous allez vouloir mettre des vampires. Et que du coup, vous allez vouloir un peu plus d'équilibre. Sinon, au niveau des charts, ça ne va pas aller. Ah oui, j'ai pas switché l'écran, excusez-moi. De toute façon, ça change pas grand-chose. Je parlais je parlais du jeu mono rouge avec un petit peu de noir dedans. Donc j'ai simplement boubouité un petit peu en mettant le Fang et la Withering Touch en plus pour bien vous montrer qu'en fait là vous gagnez une menace T1 qui est très très bonne, qui est l'équivalent du Ridge Rider qui a peut-être sauté du coup. Vous allez gagner la Withering Touch et si vous voulez vraiment aller plus loin, vous allez jouer très 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 noir et vous allez rentrer des Inquis à la place des anarchistes et partir vraiment noir-rouge en fait. Retirer ça. Après il faut chercher un petit peu, mais il y a moyen, genre vous pouvez jouer le laquais par exemple, pourquoi pas, c'est une 3-3 pour 2. C'est très possible ça. Très 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 possible. Oui oui, j'ai vu la scène, merci. Montre le deck Titania s'il te plaît, je l'ai fait pendant une demi-heure avant. Très bien. Autre chose qui a été exposée, il y a des cartes comme ça qui, quand on les regarde, payent pas de mine, mais en fait posent énormément de problèmes à Titania. La dernière que j'ai trouvée en... Alors, je vais pas parler de celle-là en premier, j'en parle d'une autre. Il y a une carte qui permet à bleu-vert, par exemple, d'être probablement plus fort que Titania en late game. Cette carte, c'est le Windsinger, qui est là. Alors ce Windsinger, il est très très fort parce que déjà il est 4-6, donc il survit à Croco. Et il va vous faire piocher 2 cartes par tour. Et bon, là on va... Si vous avez suffisamment de cartes puissantes dans votre deck, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, à 2 cartes contre 1, vous risquez de passer contre lui. Le problème de cette carte, c'est qu'il faut la poser, il faut arriver à ce stade-là de la partie. Donc là, il y a une liste qui a été publiée sur 5 Shards. J'aime pas du tout la liste, j'aime bien l'idée mais j'aime pas comment elle est faite, donc je la recommanderai pas. Mais on peut bien voir que le but du jeu c'est de contrer ses spells grâce au verdict et compagnie. Et puis arriver au late game, poser Windsinger, poser une Wincon et gagner comme ça en fait. Donc voilà, donc ça c'est une carte qui clairement peut permettre de gagner le late game contre Titania. Ensuite il y a d'autres cartes qu'on essaie d'exploiter, ce sont toutes les cartes qui font du prevent. Les cartes qui font du prevent, ce sont ce qu'on appelle les Fog en fait, le nom de la carte magique qui s'appelle Fog, qui permet de gagner des tours. C'est-à-dire qu'en fait il fait Calamity, il dit bah non tu me feras pas de dégâts. Puis après le tour d'après il dit bon bah je sais pas, je t'attaque avec le Gradiva, tu dis non tu me feras pas de dégâts. Alors il y en a quand même 4 des cartes en tout qui font ça. Il y a Blinding Light, il y a Lullaby, il y a Shardward et il y a en dernier Immortality. Voilà. Donc il y a des gens qui essaient de faire des decks autour de ça, qui essaient de cycler comme ça les Fog pour rendre complètement inutile le board de Titania et gagner avec un autre moyen, que ce soit la meule ou autre chose. Ensuite, autre idée, parce que là on en est aux innovations, il faut trouver des idées. Autre idée qui marche très très bien. Alors je l'ai beaucoup testé hier, c'est la petite Lixil. En fait c'est un calvaire pour Calamity. Parce que techniquement ça dit, peu importe ce que tu me poses sur la table, je vais te le bloquer. Et il y a un truc qui est très 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 bon avec la Lixil, qui est absolument exceptionnel, parce que le truc de Lixil c'est qu'elle peut être tuée par Heatwave. Mais un truc qui peut être vraiment exceptionnel pour pas rendre la Lixil uniquement bonne contre Vert Rouge, c'est le Shard Call.
Parce que vu que le Shard Call me permet d'aller chercher une ressource standard, je peux choisir n'importe quelle ressource. Donc je joue le Shard Call comme si c'était un biland, sauf que ça me donne l'option à un moment de la partie de rendre l'élixir des créatures intuables par mon adversaire, grosso modo. Donc carte très très intéressante, lente, mais très intéressante. Donc là vous avez un deck que j'ai monté il n'y a pas longtemps, testé et approuvé contre Titania. Donc d'ailleurs je joue moi-même des Titania dedans. Mais qui fonctionne très bien contre Titania, qui a un bon ratio de victoire contre le deck. Autre trouvaille, autre chose sur lesquelles on peut réfléchir, le héros qui s'appelle le Prairie Mido, héros qui ne paye pas de mine, a priori, qui dit que la prochaine fois qu'une troupe va prendre des dégâts, enfin devrait prendre des dégâts plutôt, on les prévient. Et ben en fait, le truc c'est que si jamais vous mettez une créature sur table telle qu'un ange, que vous le mettez qui prévient les dégâts, donc l'ange, le voici, voilà. Et ben en fait la prochaine calamity qui va poser, vous la bloquez, et ça fait rien. Ou alors si jamais vous avez une Nixil sur la table et que vous mettez une deuxième créature qui est généralement synonyme de crocodile, bah c'est pas très grave, vous mettez la deuxième créature et vous prévenez les dégâts, il faudra qu'ils mettent 2 crocodiles pour venir vous tuer la créature. Et ça change beaucoup de choses en fait. Ça fait gagner du temps, ça fait qu'il doit générer plus de menaces que ce qu'il devrait faire contre n'importe quel autre deck. Et ce qui est assez drôle en fait quand vous partez dans ce genre de stratégie, c'est que Titania c'est pas le pire. La pire des cartes du jeu Titania devient Lie of Creation. Donc, que je remontre. Puisque Lie of Creation, depuis le top deck, à partir du tour 10 ou 11, ah bah ouais, s'il commence à vous mettre 4 créatures qui sont des 10-10, c'est un tout petit peu compliqué à gérer. Ça c'est une évidence. Autre chose qui a été exploitée, mais toujours avec ce héros, par un deck qui a fait top 4 au côté EU, c'est le côté invincible en fait. Donc c'était Sadolution qui a run un deck qui était similaire, c'était pas le même, mais similaire, qui jouait Queen Grace. Queen Grace qui rend invincible un prince ou un king ou une princesse. Le truc c'est que ça rend invincible les Vampire King et Vampire Princess. Et que si vous protégez la Queen Grace avec le Prairie Mido, et d'un coup, il peut poser tout ce qu'il veut, le Vampire King il bougera pas de la table en fait. Autre carte qu'il ne peut pas vraiment gérer, le King Majesty qui fait pop donc le Bold Earth qui est 6-5. Si jamais vous mettez le Prevent Damage sur le Bold Earth, ce qui va se passer c'est que le crocodile pareil il peut pas vous gérer le board et le Gabriel va juste vous bloquer tout ce qui arrive sur la table. Autre chose évidemment, c'est que si vous commencez à avoir une Queen Grace sur la table, vous pouvez très bien faire à un moment donné une extinction tout en sauvant vos vampires ou un vampire de la table. Et du coup, ça reste là, quoi. Ça reste sur la table, vous avez l'avantage. Voilà. Autre chose encore, autre petit... autre chose, tout simplement. Le bon vieux vert bleu. Blanc-bleu je veux dire, qui repose sur la même idée en fait, toujours le Prairie Mido, et qui va chercher de l'évasion qui est autre que le vol, parce qu'en fait il y a un problème à aller chercher des créatures volantes pour essayer de contrer Titania, c'est que comme je l'ai dit, Titania a accès en side à une carte qui s'appelle Turbulence, qui détruit les créatures avec le vol. Donc l'autre solution c'est de partir en blanc-bleu et de faire confiance au Dreamer pour gagner. Alors petite astuce et qui clôture la game très très vite, si jamais vous mettez un Chimera Guard Fallen sur un Dreamer, vous mettez 6 par tour. Ce qui est absolument monstrueux. Alors vous allez me dire, oui, mais le truc c'est que tu te mets 2 créatures et blabla, il peut faire crocodile. Bah eh bien non, parce qu'on a le Prairie Mido, encore une fois, qui nous permet de le faire. Et on a le blanc et le bleu qui permet de protéger des crocodiles aussi. Donc ça c'est une version qui perd contre tous les jeux aggro de la Terre, mais qui par contre, pour avoir testé, donc j'ai mis 2 fois 2-0 à Titania avec ce truc. Voilà. Après, encore une fois, j'ai mis 2 fois 2-0 à Titania parce que j'avais ce qu'il fallait. C'est toujours pareil. Le truc avec Titania, c'est que vous êtes quasiment tout le temps le deck réactif en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la réponse, vous perdez points. Voilà. C'est ça qui est dur en fait. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour des idées. Alors maintenant, pour bien comprendre un petit peu les enjeux sur la scène compétitive, il faut rappeler un tout petit peu le calendrier. Ça va un petit peu mettre fin à cette première grande partie de l'émission, où là je vous ai présenté le méta, les enjeux, etc. Alors, vous allez me dire, oui mais t'as fait le tour en 1 heure. En fait j'ai pas fait le tour en 1 heure, mais là j'ai condensé
genre 5, 6, 7 jours de testing en 40-50 minutes. Tout simplement parce que pour chaque idée de deck, on pourrait y passer 3 heures à débattre en fait. Voilà. Donc, pour finir, donc il faut rappeler les rendez-vous. Le prochain rendez-vous, ça sera le SL, le gros rendez-vous. Le tournoi X-France, même si, avec tout le respect que je dois pour X-France, ça reste un tournoi, mais il sera quand même d'un autre niveau que le SL. Là, on risque encore de voir Titania contre le reste du monde dans les Cups ESL. Et pour être honnête, même moi j'ai joué Titania hein, pour le SL au début. Je me suis dit, si jamais je rencontre un nom que je ne connais pas, je joue Titania parce que c'est juste le deck le plus fort. J'ai eu raison. Je veux dire, à chaque fois que j'ai eu Titania, j'ai eu aucun problème pour gagner. C'est terrible à dire, mais j'ai eu aucun problème pour gagner. Après, dans les phases finales, dans le top 4, quand je savais que j'allais jouer contre Titania, j'ai joué mon mono noir, ça s'est très bien passé. Et en finale, très sincèrement, c'était un vol, j'aurais dû gagner aussi contre Titania, mais il a gagné Titania style, donc voilà. Mais ça sera la même chose, hein. Ce sera un deck qui va essayer de contrer Titania, qui va en sortir 3 et perdre contre le quatrième. Mais limite, c'est pas très grave, je veux dire, si vous sortez 3 Titania et perdez contre le quatrième, bon bah voilà. Le problème, c'est de se dire, mais pourquoi j'en ai rencontré 4 de suite? Bah parce que le jeu est très fort, tout simplement. Donc les tournois ESL, donc tous les dimanches, hein, je rappelle. Sachant que le tournoi ESL du 6 septembre risque d'être encore plus important. Dans le sens où c'est un tournoi qui sera doté de 100 $ ou 100 €, je crois. Donc forcément, qui dit argent, dit plus de gens. Ça sera un tournoi mixte entre EU et US, de ce que j'ai compris. Enfin, je crois, j'en suis pas sûr en fait. Donc faut s'attendre à quelque chose comme 300 joueurs. 200-300 joueurs pour le format, pour le tournoi je veux dire, donc assez gros. On va avoir donc la Saphir Cup. La Saphir Cup qui va arriver donc une semaine après je crois le tournoi SL. On va avoir le tournoi VIP, on sait pas encore si ce sera du scellé ou du construit. Si c'est du construit c'est de la folie, hein, parce que alors là, le nombre de tournois construits qu'il va y avoir en moins d'un mois va être complètement dingue. Dans tous les cas, tout ce que je peux dire en fait c'est que moi je suis, bon c'est un tout petit hors sujet, je me suis vraiment super agréablement surpris par cette espèce d'explosion de la scène compétitive de X où il y a des tournois tout le temps. Voilà. Alors, donc si j'ai bien écouté, dans Monoblood tu joues pas Demon of Dusk et King Vampire. Moi je joue Demon of Dusk. Il y en a qui jouent Vampire. Après jouer les deux c'est un problème de consistance parce que tu vas avoir un drop 4 et un drop 6. Et en fait le problème d'avoir un drop 4 et un drop 6 c'est qu'au final ils ont la même fonction. C'est-à-dire de clore la game. Le démon lui va vraiment... Alors comment dire? En fait il y a une différence. Je pense moi personnellement d'un point de vue vraiment là c'est mon avis que le Demon of Dusk est supérieur au vampire dans la méta. Parce que il ne meurt pas sur Croco. C'est aussi con que ça. Il meurt pas sur Croco. Mais il y en a qui voient le Vampire King autrement, qui se disent je vais protéger le Vampire King et le Vampire King va bouffer la main de l'adversaire. Voilà. C'est autre chose. Après dans la version Sadolution, le vampire est meilleur que le Demon of Dusk puisqu'il a la Queen Grace pour protéger le vampire. Plus le héros, ce qui change beaucoup de choses quand même. Ce qui change beaucoup de choses. Voilà. Sur quel site on peut trouver des listes de decks? Five Shard en publie quelques-unes. Et moi sur Mumcard j'en publie quelques-unes de temps en temps. Voilà. Alors après pour répondre à Bambi, si tu pars sur Mono Noir, je suis quasiment certain, sûr et certain, que Demon of Dusk est supérieur à Vampire. Pour te dire, dans la Cup, Vampire King était dans mon side, je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué Vampire King du tournoi. Est-ce que le Demon of Dusk, tu le vois monter en prix? Non. Donc on va passer aux questions juste après. J'aimerais juste clôturer un petit peu, après je répondrai à toutes les questions à la seconde partie d'émission qui est faite pour. Donc, juste une chose, je ne pense pas que Titania soit imbattable. Déjà c'est la première chose. Mais en fait, il faut se mettre du point de vue d'un joueur compétitif. Un joueur compétitif va chercher à avoir le deck qui a le plus haut pourcentage sur tout un éventail de decks, c'est-à-dire sur tout le méta. Le truc qu'il faut avouer, là, même les gens qui sont un petit peu aveugles en disant mais c'est pas si fort Titania, moi mon deck rock Titania, même en admettant que un deck ait un pourcentage positif contre Titania, admettons 60-40, sincèrement,
le fait que Titania ait 65-70% de victoire sur tout le reste du field fait que les gros joueurs vont jouer Titania. Je veux dire, ça fait déjà quelques temps que les gros joueurs ont fait leur choix et qui sont sur Titania à fond, quoi. Ils essayent de tweaker Titania dans tous les sens pour dire ok, si les gens cherchent une réponse Titania, j'aurai déjà la réponse à leur réponse. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le potentiel de la carte est tellement énorme. Je veux dire, à partir du moment où vous avez un deck qui vous offre des free wins au tour 3 de temps en temps dans un tournoi à ronde, c'est quand même compliqué de ne pas céder à la tentation. Même moi, je vous avoue que c'est quand même compliqué pour le prochain tournoi SN de me dire si je trouve un unknown, est-ce que vraiment je vais résister à la tentation de jouer Titania? J'en sais rien. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Pourquoi pas? C'est le deck qui a le plus gros pourcentage sur le méta. Point. Et de loin. Et de très loin. Autre chose aussi dont je n'ai pas parlé, mais qui est très vrai, il y a eu un énorme bouleversement dans le méta de façon indirecte dû à Titania. Qu'est-ce que vous pensez des cartes comme Boucanier et Extinction dans le méta? Est-ce que vous trouvez ça fort? Parce que avant, Boucanier, il y en avait partout. C'était la carte qui définissait le méta. Pourquoi Boucanier d'un coup est devenu faible? Bah moi je vais vous répondre. Vous avez vraiment envie de renvoyer dans la main un Croco? Est-ce que vous avez vraiment envie de renvoyer dans la main un Root Phaser? Est-ce que vous avez vraiment envie de renvoyer dans la main quelque chose qui a été généré par Titania? La réponse c'est non. Et en plus de ça, la plupart du temps, vous serez mort avant. Voilà. Alors, Extinction est une solution. En fait, le truc c'est qu'Extinction est toujours extrêmement fort. De toute façon, un wipe de board c'est toujours extrêmement fort. Mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'avant. C'est-à-dire c'est quand même un cran en dessous de ce que ça a été. Le problème c'est que quand vous allez vous taper pour faire Extinction, le mec il peut juste retop deck un autre énorme ton. Donc c'est fort. J'en ai joué d'ailleurs dans mon Blue, il y en a 3. Que je garde d'ailleurs en side contre Vert Rouge. Tiens, question. Pourquoi est-ce que vous pensez que je garde Extinction? Pourquoi je garde Extinction contre Vert Rouge dans mon Monoblue, même post-side? Time Ripple est une solution avec Amity T3. Ouais. Bah tu prends 10 quand même, mais oui. On va dire que pour 2 tu ne prends que 10. Et tu perds une carte. Mais oui, oui, ça t'empêche de mourir. Tout à fait. Time Ripple t'empêche de mourir. Donc je répète la question, pourquoi à votre avis, même post-side, je garde Extinction dans mon Monoblood? Quelle est la logique derrière? Sinon t'es mort, c'est pas vrai. En fait, il y a des raisons assez simples. Qu'est-ce que va rentrer Titania contre moi post-side? Qu'est-ce que Titania va faire contre moi post-side? Probablement que post-side, il va rentrer des choses comme Eternal Guardian, il va rentrer des choses comme Periwinkle, il va rentrer des choses comme Spell Shield, il va rentrer des choses comme de l'artefact, et en fait la vérité c'est que j'ai rien pour les gérer si je garde pas Extinction. C'est ça le truc. Ça veut dire que si jamais il pose une Periwinkle, regardez, s'il pose une Periwinkle, très bien, et que je sais qu'il a pas Magistyle en main, je peux le savoir parce que je joue de la discard. Il faut raisonner en termes de séquence quand c'est comme ça. Donc il a Periwinkle, il le pose parce qu'il l'a sidé contre moi à 100%. Moi je sais qu'il a pas Majesty en main. Je peux très bien ne pas murder Periwinkle parce que j'ai Extinction dans la main. Parce que peu importe ce qu'il va me poser, sauf si top deck Majesty, mais vous pouvez pas jouer autour de ça. N'importe quoi qui pose de sa main qui est doublé, je m'en fous parce que de toute façon, le 2 cartes qu'il va mettre sur la table, je vais les tuer avec une seule Extinction. Donc Extinction va me permettre de faire du CA encore plus sur lui, il va me permettre de revenir de situations où j'aurais été obligé de réagir. C'est-à-dire que s'il pose Periwinkle que je suis obligé de le meurtre, bah c'est un problème en fait.
Et pour ceux qui ont vu la finale que j'ai faite contre Funny Fat Guy, ils s'en rendent compte. La finale contre Funny Fat Guy, à l'ESL, il y a une séquence où il a 3 Periwinkle dans la main, mais moi j'ai pas d'extinction, donc je suis obligé de meurtre les Periwinkle les unes après les autres, sinon je me fais dépasser. Sauf que si j'ai extinction dans la main depuis le départ, je peux très bien la laisser la Periwinkle en fait. Et ça changerait tout. Ça changerait absolument tout. Sauf que j'ai pas pu. Et le fait qu'il me force à utiliser des meurtres sur Periwinkle lui a fait gagner la game plus tard. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que quelquefois il y a des cartes qui, bon, extinction même si ça a perdu de la valeur, c'est pas mauvais. Mais je tiens juste à vous dire que c'est beaucoup plus fin utilisé qu'avant où vous disiez oh bah il y a des jeux Arthos alors je joue extinction. Bah ouais, soit. Mais bon. Autre jeu contre lequel extinction est très très bon, n'empêche au passage c'est Vert Bleu. Parce que le Vert Bleu Coyote c'est quelque chose, il y en a. Il y a pas mal de jeux Vert Bleu Coyote. Et le truc du jeu Vert Bleu Coyote c'est qu'il joue Titania mais en spell shield, quasiment systématiquement. Donc l'extinction vous permet de revenir. Simplement. Voilà. Bref. Je vais clôturer ici le côté analyse. Le côté on va dire blackboard. On va passer au côté questions, où je vais vous laisser la parole pendant à peu près une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Une demi-heure de questions. Vous pouvez me poser toutes les questions sur le méta, sur les cartes, sur mon avis à partir de maintenant. Je lirai votre nom, la question, j'y répondrai, on en débat. Donc je fais le top, c'est parti. On est parti pour donc 30 minutes. Je change de scène. Allons-y. Est-il prévu un nerf de ce deck? Non. Alors, il faut savoir que la politique de Crypto, c'est de ne pas toucher aux cartes qu'ils ont release. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où la carte est là, et ben c'est au jour des tournois de déterminer si elle est bannissable ou pas, si elle est trop forte ou pas, mais eux ils ne touchent pas. C'est-à-dire que Titanium ne sera pas retouchée, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas retouchée. Elle peut être bannie d'un tournoi, probablement, mais elle ne sera pas retouchée. Alors, Enip, un deck artefact est-il viable? Oui, je pense que des decks Rush Arthos sont toujours possibles. Le problème du deck Rush Arthos, en fait, c'est que je pense que c'est moins fort que Mono Rouge. C'est-à-dire que ça a la même fonction de rush, mais c'est moins fort. Mais oui, le deck est fort, notamment la nouvelle rare, le reprocesseur qui est un monstre. Hein. Le reprocesseur donc, que je vais montrer, qui est une carte assez exceptionnelle, très 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 forte. Donc oui. Peut-être qu'un jeu artefact avec un petit peu plus de disruption dans le deck, donc genre des verdicts, main deck, 3-4 verdicts main deck, peut peut-être passer Titania, peut-être. Peut-être. Mais ça m'étonnerait. Le problème c'est le post-side en fait. Faut-il nerf Titania? Ça n'arrivera pas. Je pense que les jeux contrôle bleu vont défoncer Titania, je ne pense pas. À cause de Periwinkle, comme j'ai dit. Je ne pense pas que le bleu va défoncer Titania. Je pense en fait même que les jeux... Je suis quasiment certain en fait que les jeux à base bleue ne peuvent pas gagner contre Titania en BE3 de façon régulière. À cause de Periwinkle. Y a-t-il des tournois que en 7-0-0-3? Il y en a eu un, qui est déjà passé. Actuellement, il n'y en a pas en vue. Alors pourquoi Deathless Guardian n'est pas joué? En fait, Deathless Guardian est joué si jamais tu arrives à jouer un jeu qui a une base blanche, on va dire en 2 tiers, 1 tiers minimum, c'est-à-dire 2 tiers blanc et 1 tiers le reste. Tu vas probablement jouer Deathless Guardian mais en side, c'est plus d'une carte de side ça. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas. Tout ce qui est le méta du dernier mois.
Combien de temps à ton avis avant qu'on voit sortir un contre viable Titania? Je pense qu'il existe déjà en fait. La question c'est contre quel Titania? Très sincèrement, pour avoir beaucoup testé hier, en plus vous avez vu les tests, il y a quand même des decks où Titania a besoin de beaucoup de chance pour les battre, hein, notamment pour ceux qui ont vu les tests. Ah, vous avez pas vu les tests? Ah. Bah si, vous avez vu les tests. Le blanc-vert que j'ai monté est quand même très très bon contre Titania. Au passage. Très 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 bon contre Titania. Que penses-tu du Zelus Excrucator dans la méta? Alors dans le méta, ça c'est une carte qui est extrêmement intéressante en fait. Moi je l'ai tenté, je l'ai joué contre Titania. Franchement ça peut être extrêmement fort. Ça peut être extrêmement fort. Le problème c'est un problème de place dans le build en fait. Généralement tu vas en jouer 2, 3 grands max. Et c'est dur de jouer une carte à 5 parce que en fait, le problème du corps qui est proposé avec, c'est qu'il est 5-4, je crois. Même 4-5, enfin peu importe. Déjà le corps meurt sur Croco pour 5, ce qui est dramatique. Et pas le meilleur bloqueur en fait, hein. Je crois de tête qu'il est 5-4. Donc le corps est vraiment horrible. Voilà. Et autre chose, c'est une carte qui est pas spécialement bonne au top deck. Parce que regarde, si tu joues contre Titania, il va choisir le discard. Il va pas prendre 20. Mais le truc c'est que les Calamity, elles vont pas au cimetière, elles retournent dans le deck. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il a pioché un Eye of Creation ou une Titania's Majesty, il aura plus de chances de les toucher. Donc en fait, c'est bon à condition que tu gagnes très très peu de temps après. Tu vois. Comment vois-tu l'avenir de Titania avec les prochaines extensions? J'ai l'impression que sa vraie force c'est qu'elle ne sera jamais useless. En fait, ma crainte majeure, vraiment, je le dis honnêtement, c'est que le tournoi à 100k soit annoncé et que Titania soit le deck qui gagne le tournoi à 100k. Ça me ferait vraiment mal au cœur que quelqu'un gagne 100 000 $ juste en jouant Titania. Donc j'espère qu'on trouvera des choses d'ici là. Ou qu'elle sera bannie. Bah, ils y sont sensibles quand même, parce qu'il y a Shark qui est intervenu dans le post sur le SL, il y a énormément de vannes sur Titania, et qui dit qu'ils sont bien, conscients que Titania pose énormément de problèmes. Peut-être qu'on aura un truc exceptionnel contre Titania, peut-être. Le truc des gros joueurs, après c'est toujours pareil, il y a une espèce de schisme entre les joueurs, où t'as d'un côté les joueurs qui prennent un peu les autres deux en disant oui mais vous avez pas trouvé, en fait mon deck il bat Titania, plein de trucs qui battent Titania, retournez builder. Alors que techniquement en fait ce sont les plus gros builders qui leur disent que ça marche pas quoi. Que Titania est vraiment très fort. Et puis t'as de l'autre côté, t'as des gens, et j'en fais partie, qui disent si jamais Titania était pas dans le méta, oui il y aurait probablement notre deck qui se démarquerait, mais le méta serait tellement plus diversifié. On pourrait jouer n'importe quoi, on pourrait jouer du Venom, du Coyote, on pourrait revoir du Mono Bleu Riz, on pourrait voir tellement de decks différents que ça serait juste absolument génial. Mais bon, ce n'est pas un argument qui convainc, voire la majorité. Alors, l'artefact qui fait mêler 3 cartes que tu choisis dans le deck d'adversaire est bon. Alors donc ça rejoint un petit peu l'idée de la question de Bambi qui demande à ton avis est-ce que le Book of Darcy une fois fixé sera un staple? Staple non, mais en tout cas il y aura des decks autour. Staple non, je pense pas. Mais il y en aura. Il fera partie du méta. Un jeu bleu noir qui met beaucoup d'œufs rapidement dans le deck adverse pour pas contrer Titania. Alors, Fenteo est pas mauvais contre Titania, faut le dire. C'est pas mauvais du tout. Mais en fait, il y a un défaut. Qui est à cause. Il y a deux défauts, même. Le premier, Venom égale D1-1 égale se fait défoncer par Heatwave. Défaut numéro 2, tu vas jouer contre le rouge en Venom, tu vas être très lent, tu vas te faire défoncer. Défaut numéro 3, pour que tu joues Venom, il faut en jouer plusieurs Venom. D'ailleurs, il faut jouer un Venom, puis un autre, puis il faut étendre ton board en fait avec les Venom. Un seul croco qui arrive, t'as plus rien. Donc c'est compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. En fait, il faut toujours réfléchir autour de ces trois cartes. Titania, croco. Et donc Heatwave en side.
ou Glossodon, au choix. Ce que je veux dire, c'est qu'aucune carte ne s'assure une vraie longévité à l'avenir, alors que Titania trouvera toujours de nouveaux plays. On va dire que le jeu Titania est fait pour rester dans le méta longtemps. Oui, c'est ça ta question, tout à fait. Riz aura toujours une place. Pour le moment, non. Alors ça, c'est assez marrant parce que... Alors Riz, mais alors pourquoi, tiens. Pourquoi est-ce que Riz est moins fort? Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de solutions à Riz qui ont apparu. Croco est apparu, qui est quand même une énorme solution à Riz. Pricefall est apparu, Martyr est apparu. C'est trois énormes cartes extrêmement présentes dans le méta qui font chier Riz. Donc c'est moins fort. C'est jouable, ça fait toujours mal, mais c'est beaucoup moins fort. Tout à fait, Bambi. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que n'importe qui peut le jouer et gagner. Tout à fait. T'as un deck avec un skill cap très très bas. Et le pire étant que si tu commences à bien le jouer, le deck est vraiment redoutable. C'est ça le truc. C'est que le pire, c'est que ok, même le pire des joueurs peut gagner avec Majesty. Alors qu'est-ce que peut faire le meilleur des joueurs avec, tu vois? Tianos. Tianos est une bonne solution. Alors pas forcément en mono blanc, en vert blanc plutôt. Il y a des versions vert blanc Titania qui sont sorties. Bon, j'ai pas mal discuté avec Sadolution. Donc là, je partagerai pas la liste. Il y a un jeu Titania vert blanc qui a l'air d'avoir un très très bon match-up contre Titania vert rouge en fait. Voilà. Mais Tianos c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Autre problème de Tianos, c'est que c'est une 5-5 vol. Donc, 5-5 vol, ça meurt sans croco. Ouais, je sais, c'est chiant. Hein. Alors, par contre, il y a une façon de le faire pas, de faire en sorte qu'il ne meure pas sur croco, c'est si tu joues le Dustless Guardian, comme a été cité avant, puisque le Dustless Guardian va baisser de 1 les dégâts du croco. Du coup, ton Tianos peut peut-être survivre, mais ça demande plus de choses en fait. C'est-à-dire que toi, ça te demande d'avoir les deux cartes et les deux cartes en vie, alors que ça lui demande juste d'avoir croco. A voir, mais c'est pas mal. Tianos n'est pas mauvais dans le méta, clairement. C'est ça. Le croco aide vraiment beaucoup de Titania parce qu'encore une fois, le truc c'est qu'au tour 3, si vous prenez pas Majesty, prenez croco. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, Phoenix, c'est une bonne analyse. Starshield pour 1, ça protège de croco, mais en fait, il faut aller plus loin que ça, il faut jouer le héros Sheden, tout simplement. Le héros que j'ai donné là. Prairie Mido, qui est vraiment excellent. Ouais. Non, mais c'est possible, tu peux jouer autour, mais ce que je veux te dire par là, c'est que à chaque fois, comment dire, quand tu vas penser à quelque chose qui bat Majesty, d'accord, tu auras toujours besoin de deux cartes quand lui en aura besoin d'une. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras toujours besoin d'une combinaison que lui il va jouer sur la force brute, c'est ça le problème. C'est que oui, ça peut marcher, ça peut, mais si tu les as pas, ça marche pas du tout, tu vois, et tu meurs dessus. C'est-à-dire que si t'as pas le pouvoir du héros ou t'as pas le Death Gem, tu poses Tianos, il pose Croco, t'as perdu. Voilà. Mais Croco ne me pose pas de problème. Croco est une carte qui est extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Mais tu peux vraiment jouer autour. Entre les meurtres, les Pridefall, les tricks combat, les boons, c'est tout ce que tu peux jouer autour de Croco. C'est possible ça. Hein. Alors bah si Titania se fait ban de tous les tournois, elle va avoir la Kamiti, tu fais diviser par 3 je pense. Oui, très possible. Alors, en plus, si vous voulez un fun fact, est-ce que vous savez qu'en fait le jeu Titania il est nerfé déjà? Oui, alors là vous allez prendre peur en fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, vous savez, les gens ils aiment le route phaser en plus 8. Ce qui leur permet, via la Teenage Majesty, de mettre 16 instantanés, puis d'attaquer pour 16. Ok, bon. Le truc c'est que Titania change les gemmes. Ce qui veut dire que le route phaser, bah, quelquefois il a pas le plus 8. Il a les autres pouvoirs, ou alors il a rien, ou alors ça le change complètement, ou alors il attaque pas, whatever. Deuxième bug. Heart of the Wrathwood, qui est la légendaire verte
ne trigger pas à la mort sur Titania. C'est-à-dire que normalement, le Heart of the Brasswood, quand il meurt, fait pop des plantes à hauteur de son endurance. Sauf que quand vous le jouez sous Titania, le truc c'est qu'il a le double de la force et de l'endurance qu'il devrait avoir, mais il ne trigger pas. Voilà. Et autre chose que vous devez savoir, et ça va vous faire rire, c'est que actuellement, quand vous faites Titania sur Calamity, d'accord, si jamais vous tuez la Calamity quand l'adversaire il a 10 PV ou moins, ou même quand vous tuez Calamity en fait, depuis Titania, je crois, tout simplement, et bien vous prenez pas les 10 points de dégâts. Ce qui fait que actuellement en fait ce sont des sous-versions de Titania qui roulent sur tout le monde. Donc si jamais ils se disent on règle tous les bugs, et ben le jeu il est encore plus fort. Ça fait peur, hein. Mais non mais non mais revenez, hein. Ne mourrez pas, ne vous noyez pas. Mais oui, c'est la triste réalité. Une fois qu'ils auront réglé les bugs, le jeu sera encore plus fort. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il vous reste un petit peu de temps. En résumé, construisez pour une non, je pense pas. C'est juste qu'il faut faire avec. Faut faire avec, hein. Et puis bah, au pire, bah, ça sera l'ère Titania. Et puis voilà, on passera à autre chose. On passera à autre chose quand Titania sortira du format. On sera banni. C'est comme ça. On verra bien. Il y a des pistes actuellement. Il a fallu longtemps avant que Gorefist ne soit plus dominant, donc on va voir. Je pense que... Alors, moi je wine à moitié sur Titania, c'est-à-dire que je sais bien que c'est battable. C'est pas la question que ça soit battable en fait, ou pas. Moi ce qui me dérange le plus, c'est ce qui a été dit avant. C'est pas que ça soit le deck le plus fort, c'est que c'est vraiment le type de deck easy to play. Genre very easy to play et very hard to counter. Et ça me dérange en fait. Voilà. Le truc c'est que même si tu limites Titania à des gemmes mineures, il va jouer Spell Shield. Ce sera moins violent mais ce sera fort quand même. De toute façon, alors j'espère que Titania sera ban des tournois card pour plus de fun. De toute façon dans les tournois card il n'y a jamais de légendaire. Donc voilà. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas de Calamity quoi. Oui mais le truc chez elle c'est que je pense que sans le kill que représente la... Comment dire, la Calamity, ça devrait aller. Et puis, généralement, les formats, ce sont des formats budget, donc tu vas pas pouvoir en jouer 10 des Titania. Donc voilà, ce sera pas un problème. Bah, après, vous savez, quand vous réfléchissez bien, parce qu'on dit qu'il y a que deux trois jeux, blabla, en dehors qui sont pas Titania dans le top 8. Après, ces jeux-là, pour y arriver, ils ont dû forcément battre des Titania. Je veux dire, y a pas tout qui est noir quand même. C'est pas parce que je dis qu'il y a un deck ultra domine et que le deck est extrêmement fort qu'il faut absolument le ban ou le nerf. Je suis pas dans la réaction comme ça. Moi, j'aimerais bien un ban des tournois, mais je pense que c'est encore un peu trop tôt. Par contre, si on voit que genre les trois prochains tournois SL sont gagnés par Titania, faudra peut-être faire quelque chose. Là, je ne sais pas, hein. Je pense qu'il y a encore de la place pour trouver des choses contre ce jeu. Voilà. Mais oui, il y a quand même de fortes chances que Titania soit sûr. Même s'il perd pas, il sera en finale, quoi. Ça, vous pouvez le parier, je pense, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer l'émission en elle-même. Donc je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. On met ça donc tous les mois. Et puis voilà. Donc là je vais couper le stream, je le reprends juste derrière, ça va juste faire le cut pour le YouTube, hein.